Bonjour à tous. Alors, je vais demander à mes panélistes de me rejoindre, je vais me sentir un peu seul sinon sur la scène. Vous assistez tout de même à une petite révolution. 25 ans que je travaille sur des sujets d'engagement, d'impact, de développement durable, quel que soit le mot qu'on met derrière ces sujets. Je voudrais vraiment remercier l'équipe de Change Now qui, lorsqu'on en a parlé l'année dernière, tout de suite nous a fait confiance. Amener la musique dans un salon qui parle de développement durable, amener la musique dans un salon qui parle d'innovation et d'impact, c'est une révolution. Donc encore une fois, merci à Change Now et à son équipe. Je vais demander à Marie de me rejoindre, Emmanuel et Cédric, s'il vous plaît. Tiens, peut-être tu te mets à ma droite. Alors, je ne sais pas si nos artistes précédents n'étaient pas des professionnels, mais on vous montre une autre facette de l'engagement et de la musique. Je suis très très content d'avoir à mes côtés Marie, Emmanuel et Cédric. Et on a 20-25 minutes, donc si vous êtes frustrés, on a enregistré des podcasts avec ces personnes-là. Je m'appelle Benjamin Hainaut. J'ai cofondé une association il y a 2 ans qui s'appelle Music for Planet. Merci Clémence pour la présentation. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 25 ans que je bute sur des sujets d'écologie et je me rends compte que moi-même, en tant qu'expert, finalement, je faisais partie du problème et qu'on est dans l'ère de l'influence et qu'il faut effacer le GIEC, l'IPBES, les experts, une partie des gens qui sont dans ce salon. Et si on veut vraiment parler à tout le monde, il faut mettre sur le devant de la scène des influenceurs que sont des artistes, chanteurs, chanteuses et autres. Marie, tu es en charge, tu es une des têtes bicéphales, tu vas nous en parler côté Wheel of Green, mais tu es en charge de la programmation sur les sujets d'engagement et de développement durable pour Wheel of Green. Wheel of Green 2011, tu commences à faire partie des dinosaures, en tout cas le festival, pas toi. Premier festival qui ouvre la saison d'été, tout début juin. Est-ce que c'est Wheel of Green qui finalement donne le là sur l'engagement pour les festivals ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Je ne sais pas si on donne le là. Effectivement, en 2011 et même en 2008, quand l'association a été créée, j'étais pas là à l'époque, mais je crois qu'on a un peu regardé nos directeurs et directrices de manière assez étrange de pourquoi faire ça finalement, à quoi ça sert de faire un festival engagé et qui ferait attention à sa production. On n'était pas les seuls. Il y avait aussi déjà des festivals en Europe et même en France qui commençaient à prendre le pas. Nous, on s'est beaucoup inspiré, on a beaucoup discuté avec nos copains européens de festivals. Je pense à Shambhala en Angleterre, à Boom au Portugal. C'est aussi comme ça qu'on a construit Wheel of Green et ce qu'est Wheel of Green aujourd'hui dans sa programmation et dans son engagement dans la production éco-responsable au quotidien. Fra, tout à l'heure, nous parlait du collectif The Freaks qui, dans sa constitution, avait une espèce de raison d'être avec une dimension environnementale et sociétale forte. C'est dans les statuts de l'association qui gère Wheel of Green d'embarquer ces sujets d'écologie. Ouais, l'objet même de l'association de Wheel of Green, c'est la promotion et le développement de l'éco-citoyenneté et la sensibilisation au développement durable à travers l'organisation d'événements festifs. Donc globalement, c'est un peu une double idée, c'est à la fois de pouvoir être un laboratoire d'innovation dans la production éco-responsable dans le secteur événementiel, mais aussi de pouvoir profiter de cet événement en tous les cas et de ces événements qu'on organise pour sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux et sociaux. Tout à l'heure, je parlais d'approche bicéphale. Est-ce que tu peux nous parler de ton binôme, Marianne ? Qui fait quoi et quelles sont vos responsabilités ? Elle est juste là-bas. C'est la dédicace. Effectivement, on est toutes les deux à la tête de ce pôle développement durable qui est un peu scindé en deux. Marianne est en charge de... Elle est très gênée là-bas, du coup ça me gêne un peu et ça me fait un peu rire aussi. Elle est en charge elle est responsable RSE et plutôt en charge de toute la partie production éco-responsable. Donc c'est elle qui va gérer d'une main de maître les problématiques déchets, circularité, énergie aussi, mobilité, etc. Et de l'autre côté, effectivement, moi je suis plutôt en charge de
de ce qu'on appelle les contenus engagés. Et donc, c'est la programmation de tous ces contenus qui nous permettent de sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux et sociaux à travers une scène de conférence, un village qu'on appelle le village des initiatives positives, sur lequel on accueille des entreprises engagées et innovantes, toute la collaboration avec les associations. Et j'en passe parce qu'il y a pas mal de choses qu'on organise. Mais donc voilà, effectivement, on a ce double aspect dans le côté RSE. Il y a pas mal de choses que vous faites donc, depuis de nombreuses années. Peut-être, est-ce qu'il y a une difficulté, un Everest où tu te dis, mais tiens, on est arrivé à craquer ça et on en est plutôt fiers. Qu'est-ce que tu aurais pu faire, soit côté, on va dire, RSE, soit gestion du contenu? Ça serait quoi un accomplissement? Je pense qu'on en a plusieurs. L'année dernière, on a réussi à passer au 100% végétarien. Pour un festival de cette ampleur, c'était une grande nouveauté en France. Et pour le coup, là, on a un peu, ça rejoignait un peu nos deux postes, parce qu'il y avait à la fois le mettre en place avec les restaurateurs, tous nos prestataires, et il y avait aussi tout un enjeu de sensibilisation, que ce soit effectivement le public, mais finalement le public l'a pris de manière assez positive, et ça a été assez vite compris et entendu, et au contraire ça a été très bien pris. Mais il a fallu aussi sensibiliser tous nos prestataires avec qui on travaille, et en fait l'inconscient de ces techniciens qui montent des scènes toute la journée, ils se disent que de manger végétarien dans le catering staff, ils auront faim à 16h. Et du coup, il y a aussi toute cette sensibilisation là. Et l'autre grande fierté qu'on a, c'est que cette année, on fête les 10 ans du think tank, qui est notre scène de conférence. Il y a aussi Najma qui est là, qui était aussi l'ancienne responsable de la RSE, donc c'est marrant, mais c'est aussi elle qui a monté cette scène à l'époque. Et il y a 10 ans, c'était une toute petite scène, c'était un tout petit tipi. Dans lequel on accueillait un intervenant. Il y avait 4-5 festivaliers qui étaient là pour les écouter. Et au bout de 10 ans, aujourd'hui, c'est une vraie scène à part entière. C'est la 6e scène du festival. On a une jauge de 1000 places. C'est toujours plein, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas s'asseoir. Et ça, c'est aussi une grande fierté, parce qu'on sent que l'engagement évolue, la prise de conscience aussi, et que du coup, aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de gens qui viennent à Willow Green exclusivement pour les conférences. Je ne vais pas me mentir à moi-même, je pense que personne n'a pris son billet en se disant il y a Aurélien Barraud sur la scène de conférence, je prends mon billet. Néanmoins, aujourd'hui, on arrive à engager les gens et à les faire venir sur cette conférence, et ça, pour le coup, c'est aussi une grande fierté qu'on a. Ouais. Je te reposerai tout à l'heure la question sur l'écosystème de fournisseurs, de partenaires, parce que je pense que c'est un parallèle assez intéressant à voir aussi avec Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Donc, tu es le directeur de l'Opéra national de Bordeaux. Opéra national, Willow Green, Opéra national, quel est le rapport avec le sujet d'écologie, en fait? Est-ce que le lyrique, l'opéra, ces grandes maisons, ces dorures de la République se questionnent aussi? C'est vrai qu'on n'attend pas d'un opéra, avec le côté institutionnel, d'avoir une manière de se repenser. D'ailleurs, on a mis une veste tous les deux. On a mis une veste, et c'est un peu le problème de ce milieu très institutionnel à dominante classique. C'est déjà d'essayer de savoir comment la musique classique se met dans un monde extérieur beaucoup plus large. Quand on a essayé de repenser depuis 2 ans à un opéra de demain, on l'a déjà réintitulé l'opéra citoyen. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être en capacité d'avoir des responsabilités d'artiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut porter dans la société, mais comment est-ce qu'on est en désir de savoir comment on va faire du sens avec d'autres, et quelle est la mission de l'artiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dire. L'opéra, c'est aussi le lieu, probablement parce qu'il est le plus lourd, il est habitué à dévorer des budgets, à avoir des masses, on utilise des mots de marge, de masse, de permanence, des choses qui ne font pas forcément envie. C'est très technique, en fait, parce que ce sont des grandes maisons. Mais à côté de ça, ce sont des artistes. J'ai envie de penser à tous les postes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 100 métiers dans un opéra. Combien de collaborateurs, salariés? 360 à Bordeaux. On est le 2e salariés de France. dans l'Opéra de Bordeaux. Un orchestre de 100 musiciens, un ballet de 38 danseurs, un chœur de 38 chanteurs, une équipe technique de 70 personnes, des ateliers, décors, costumes, accessoires, les services supports, mais aussi 200 intermittents, 2000 prestataires dans la région. On est un employeur de la culture. En fait, on est la culture. On draine derrière nous et à côté de nous et pour nous une grande communauté. Donc on a une force d'exemple. Et comme on est en crise, on s'est quand même
poser la question, est-ce qu'il faut mettre les enjeux d'éco-responsabilité, les enjeux de rénovation et de conscience après, ou est-ce qu'au contraire, on tente de le faire pendant la crise? Et ça, je pense que c'est la décision fondamentale. Quand il y a 2 ans, tout le monde a souffert, la reprise après la crise sanitaire, le choc énergétique, l'inflation, enfin, on se souvient et c'est encore présent, on s'est dit c'est peut-être le bon moment de lancer un message et de se transformer, nous, à notre échelle, comme un laboratoire grandeur nature, un laboratoire géant. On a fait quelque chose qu'aucun opéra n'avait fait, un opéra zéro achat. On s'est donné un exercice. Tout à l'heure, Jacques Apong parlait d'un exercice. Nous aussi, on a coché nos cases. Quand on fait un opéra, c'est-à-dire un spectacle complet avec décors, costumes, accessoires, avec des budgets qui vont avec une mise en œuvre généralement de 2 ans, une équipe créative, etc. Est-ce qu'on est capable de ne rien acheter? Est-ce qu'on serait capable de faire cet exercice? On y est arrivé d'abord parce qu'on a été voir des artistes de la maison et des artistes de l'extérieur qui avaient envie de cette expérience. Et aussi parce qu'au début, on ne le savait pas, qu'on s'est mis dans un risque partagé. Comme on ne savait pas si on allait y arriver, comme on ne connaissait pas les solutions à trouver à chaque étape, chacun en a apporté un petit bout et ça a été vraiment quelque chose de très fort, vraiment de ce qu'on qualifie un peu pompeusement d'intelligence collective ou de démarche partagée, mais en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'en lançant l'idée, j'étais absolument incapable de dire si on y arriverait et comment on y arriverait. Et ça, je pense qu'à la fin, tout le monde était très fier d'y arriver. Mais pour qu'on ait le sentiment d'un succès, il fallait que ce soit d'une certaine manière invisible. Si on crée un opéra zéro achat qui soit moins bien que ce qu'on avait d'habitude, on aurait fait la démonstration qu'on crée un autre registre au spectacle. Donc il fallait que ce soit invisible en quelque sorte. Et aussi que ça corresponde, ça c'était le 3e critère, à un vrai sujet. On a choisi en fait un opéra qui n'était pas un opéra, on s'est dit mais notre planète, nos ressources, tout ça qui s'épuise, ça fait appel à des choses beaucoup plus puissantes et qui sont ancrées en nous, c'est la vie après la mort. C'est le requiem d'une planète. C'est la tentative d'imaginer qu'après une première vie, on puisse imaginer une seconde vie, pour les matériaux, mais aussi pour les humains. Et c'est donc le requiem de Mozart qu'on a choisi, une œuvre archi grand public, qui n'attend pas une représentation avec vous voyez, des fastes de décors qui peut être plus intérieure, plus spirituelle et donc suggestive. Et c'était une expérience renversante. On s'est tous rendu compte qu'on avait entre les mains une forme de responsabilité de sujet qui allait ouvrir une histoire. Donc immédiatement, c'était 1, c'était 2, et c'est entre 1 et 2 qu'on va faire chaque année. Et à chaque fois, le sujet compte beaucoup. Le 2e sujet d'opéra qu'on va choisir, ça s'appelle La Bohème. Un opéra hyper connu de Puccini que tout le monde veut aller écouter. Bien sûr, il y a l'histoire d'amour, il y a la tristesse, il y a les étudiants, il y a les belles mélodies, il y a tout ce qui fait les ingrédients d'un bel opéra. Mais il y a surtout un sujet qui pour moi est fondamental, c'est comment est-ce qu'on peut être créatif en n'ayant rien. C'est l'histoire de 4 étudiants, un musicien, un poète, un littérateur, un peintre, qui n'ont rien, qui ne se chauffent pas, qui n'ont plus de ressources pour créer, et pourtant, ils sont heureux, ils se battent, ils s'aiment, ils sont malades aussi, mais ils sont joyeux, ils sont transgressifs, ils sont, ils sont comme ils sont. Et sur scène, c'est un vrai sujet où on va pouvoir explorer le vide, mais pas que le vide, un beau vide, ou des éléments de décor, de costumes et d'accessoires qui vont ressurgir d'où on ne les attendait pas. Alors, toute la méthode, en fait, pour fabriquer un opéra zéro achat a changé. C'est-à-dire qu'au lieu de créer à partir de rien, quelque chose d'assez démiurge, un peu prétentieux, on est le génie créateur quand on commence un opéra. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Là, on abandonne tout ça au début. On va dans les stocks. On passe des journées à regarder les stocks de costumes, de décors. Avant ça, j'imagine que comme une entreprise qui cherche à se transformer, les 350 collaborateurs dont on parlait tout à l'heure, ils t'ont dit « Ah oui, super, génial, on y va tous ». T'as pas trop eu de problème de conduite du changement ou, tout le monde t'a suivi? Ou alors il a fallu déjà convaincre en interne? Mais il n'y a pas à convaincre parce que, comme je le disais tout à l'heure, on était nous-mêmes déjà en crise. Donc on ne savait pas si on pouvait continuer à faire de l'opéra. Donc,
c'était presque une tentative de créer le coup d'après, l'étape d'après, peut-être l'opéra d'après. Notre expérience en est une, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais on avait en main la construction d'une autre manière de faire. Et je pense que sur le plan des convictions, on n'a pas rencontré vraiment de réticence. Par contre, beaucoup d'interrogations et beaucoup de nécessité de travailler les uns avec les autres. En fait, on s'est soudés énormément parce que, d'abord, on était sur un bateau qui était peut-être en train de couler. Donc, certains écopaient, mais d'autres inventaient. Il fallait inventer des voiles, il fallait inventer quelque chose qui nous anime. Et ça change aussi fondamentalement le rapport que l'opéra a avec les autres structures qui lui ressemblent et qui sont autour. L'opéra se voit toujours puissant, le roi, les plus, quelquefois on nous qualifie d'ogres, parce qu'on achète, on conçoit, on exploite, et puis ensuite on stocke et on réforme, et souvent on détruit, mais tout ça c'est un vase clos. Là en fait on est en position de faiblesse quand on fait du zéro achat, parce qu'il faut aller voir des choses, les dénicher, il faut aller demander de l'aide, il faut aller voir des mécènes qui vont vous donner des choses, il faut aller voir des ressourceries, voir des partenaires, voir des compagnies de théâtre, à qui on va prendre des choses et à qui on va donner des choses après. Donc c'est se mettre dans une chaîne. Et c'est ça qui change. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que la créativité était au rendez-vous? Est-ce que les gens qui sont venus voir ce Requiem se sont pris un shoot de beau et de créatif et d'artistique? Une grande claque, parce que c'était un très beau spectacle, aussi beau que d'habitude, même peut-être plus beau. Et aussi parce qu'ensuite, la conscience d'avoir eu une expérience qui a abouti était un grand facteur d'espoir, un énorme facteur d'espoir. Donc on est un peu fiers et responsables de ça, et de continuer, de voir dans quel degré ça va pouvoir continuer. Alors, tu parlais d'inventeur tout à l'heure, j'ai à ma gauche un spécimen. Je ne sais pas si tu es inventeur ou si tu es retrouveur d'inventeurs, paléo-énergéticien. Il va falloir que tu nous expliques tout ça, Cédric. Je suis très content de t'avoir sur cette scène aujourd'hui. Comme tout à l'heure, je disais qu'il y a une petite révolution. On emmène l'écologie dans des univers comme Change Now. Tu as été un des précurseurs. Avec Clémence, on parlait tout à l'heure, le Solar Sound System, donc tu vas nous en parler, puis on va ouvrir petit à petit sur les autres sujets, et par exemple les sujets d'énergie sur lesquels tu travailles beaucoup. Et Cédric, je te remercie, parce que je pense qu'il y a 20 ans maintenant, lorsqu'on se croisait, qu'on discutait, que tu étais déjà sur ces sujets, tu as semé un petit peu la graine Music for Planet qui a germé il y a 2 ans. Je suis très heureux de l'entendre. Qui es-tu, Cédric? Alors moi, je suis un citoyen du monde, qui a grandi dans une époque formidable et qui voit cette époque un peu se réformer, passer un peu dans l'ombre peut-être. Et donc moi j'étais fasciné par les questions d'ingénierie déjà depuis tout petit, parce que j'ai aussi grandi aux côtés de gens qui réparaient beaucoup et qui ne gaspillaient pas et qui avaient une forme tout simplement de bon sens. Et assez vite, en fait, donc je devais être ingénieur, mais j'ai bifurqué sur le design industriel. Et ça, on était à la fin des années 90. Et je m'intéressais déjà énormément à la question de l'écologie parce que j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines et que déjà à l'époque, en fait, on m'avait vraiment alerté sur l'état de la Méditerranée. Et donc, j'avais besoin de continuer à me former. Donc, quand je suis sorti de l'école, je suis parti en Suisse romande, continuer à me former auprès d'universités, etc. Et c'est ce que je dis, en fait, aux universitaires ou aux gens qui sont dans les écoles. Je leur dis, votre formation, elle commence comment vous allez sortir. Parce que là, vous allez rentrer dans le vrai monde et c'est à ce moment-là que vous allez partir sur 40 ans de formation dans votre carrière et vous allez continuer à apprendre, vous allez continuer à vous former et ce n'est que le début, en fait. Et donc voilà, en fait, moi, je prends beaucoup de temps pour former, justement. J'ai enlevé ma casquette d'artiste parce que j'ai une formation d'art plastique, en fait, de designer. Et assez vite, je me suis dit, waouh, il faut qu'on forme, il faut qu'on s'informe, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on ait de l'intelligence collective. Et donc, j'ai passé, je crois, les 25 dernières années de ma vie là, à pas forcément faire carrière, mais à essayer de trouver des machines d'intelligence collective et de formation. Alors, des machines fun aussi, parce qu'on fait aussi la fête avec les énergies renouvelables depuis une vingtaine d'années. Est-ce que c'est à toi qu'on doit le slogan « Réchauffe l'ambiance, pas la planète » ? Je sais pas. Ça aurait été pas mal. Je sais pas, mais
Mais nous, on fait la fête pour financer la recherche. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est notre grand slogan. Okay, moi, j'aime bien ça. Alors pourquoi ? Parce que pour avoir fait quand même beaucoup la fête dans des boîtes noires fermées, avec de la musique électronique pendant des heures où on sait des fois plus trop pourquoi on est là, on s'est dit qu'il fallait remettre du sens dans la fête, redonner une capacité en fait aux gens aussi qui nous invitent de se dire que ce qu'ils invitent en fait c'est plus que juste un stage ou une musique pendant un moment, même si c'est un peu fun et que les gens pédalent sur des vélos, c'est que ce projet-là finance des projets de recherche. Et c'est comme ça qu'on a financé tout ce qu'on fait à côté au sein de l'Atelier 21, qui est notre structure associative qui travaille sur une sorte d'intelligence collective pour la transition énergétique et écologique. Alors, je ne sais pas si tout le monde t'a suivi sur comment faire la fête et pédaler sur des vélos. C'est peut-être là que tu nous parles du Solar Sound System, non ? Oui, c'est à ce moment-là que je vous parle du Solar Sound System. Donc le Solar Sound System, on l'a créé en 1999, donc on est considéré comme les précurseurs un peu de ce type de système. On inspire énormément de monde à l'international et on en est très très fiers parce que l'idée c'est aussi de semer des graines. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire la fête d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on avait des sons de système à l'époque, il y avait beaucoup de rave parties, voilà, qui fonctionnaient au groupe électrogène. Et donc, comme moi, j'avais rencontré l'énergie solaire et aussi des énergéticiens avec qui je travaillais déjà à l'époque, on s'est dit, tiens, mais peut-être qu'on peut abandonner le groupe électrogène et essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus solaire, avec aussi un peu de batterie, mais aussi avec des vélos générateurs qui permettent aux gens de participer et de fournir l'énergie pour faire la fête. Donc il y a une forme de participation et d'expérience collective dans ces petits moments qu'on a vécu et qu'on continue de faire vivre, parce qu'aujourd'hui, en fait, le Solar Sound System, c'est des antennes de Hong Kong à la Bolivie, en passant par Berlin et plusieurs antennes en Europe. Et voilà, l'idée, c'est de créer en fait des antennes, voilà, qui vont porter le message, qui vont faire la fête et qui vont aussi dire, ah mais derrière, il y a des projets d'intelligence collective. On fait des projets de recherche sur l'histoire des brevets énergétiques, parce que chaque territoire et toutes les périodes de crise ont été extrêmement fertiles en initiative de résilience finalement. Et donc on collecte tout ça, on le remet à disposition du grand public, d'écoles d'ingénieurs, d'industriels en France qui se posent des questions des fois sur des problématiques techniques. Et en fait, pour bien innover aujourd'hui, il faut aussi se penser historien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande histoire des brevets qui est un peu oubliée et qui mérite d'être exhumée. Ça, c'est ta casquette de paléo-énergéticien. Donc, le gars va déterrer des brevets autour des sujets de l'énergie. Tu nous parleras de la Regen Box juste après. Marie, je voulais te redonner la parole. Je vois le temps qui défile, c'est horrible. Sur Wheel of Green, on en a parlé tout à l'heure. Donc, mobilisation des festivaliers. Tu dis, OK, les festivaliers viennent déjà écouter les artistes. Ils viennent pour une programmation musicale. On essaye un peu en pirate de les emmener vers la scène pour leur parler d'autres sujets sur la partie think tank. Think tank qui va beaucoup parler de biodiversité cette année. Déjà, bravo, on parle beaucoup de climat, c'est bien de parler de biodiversité. Et puis, je voulais te poser la question aussi des artistes. Je ne doute pas que le festival fait beaucoup de choses. Je crois toucher du doigt la difficulté d'embarquer les festivaliers vers du contenu au-delà de juste faire la fête et écouter son artiste. Est-ce que, on en parlait tout à l'heure avec Clémence, est-ce que l'artiste vient aussi chez vous pour l'engagement, et est-ce que tu ressens aussi un peu la difficulté de l'artiste de jouer un peu le rôle aussi de porte-voix ? Ouais, clairement. On a eu des artistes qui sont venus pour Wheel of Green. Je pense à Björk en 2018 qui est vraiment venu parce que c'était Wheel of Green. Après, globalement, on rentre un peu dans les cursus un peu classiques de la programmation de festival. D'autant que c'est compliqué quand on a un festival indépendant. On n'a pas forcément des grands moyens de pression financiers, etc. Néanmoins, on essaye... On veut des noms. On n'aurait pas. Non, mais en fait, tu parlais de trucs un peu pirates. On fait un truc qui est très pirate, qu'on appelle les call to action. Les call to action, c'est des mini-pitch juste avant le concert d'une tête d'affiche sur les grandes scènes. On met un intervenant du think tank, ou pas d'ailleurs, parfois c'est pas des intervenants du think tank, en tous les cas des personnalités engagées, qui ont du coup 3-4 minutes face à 20 000 personnes. Pour parler d'une action, d'un engagement, enfin voilà, pour vraiment c'est un appel à l'engagement qui est très court. Ça se passe bien, tu les envoies pas au casse-pipe ? Non, ça se passe toujours très bien. Par contre, ça fait des années qu'on essaye d'impliquer les artistes
là-dessus, et pour le coup, on tombe vraiment sur des murs qui sont en fait pas les artistes, qui sont toutes les équipes artistiques, qui sont bien avant l'artiste. L'année dernière, on avait un artiste qui était d'accord c'était même écrit dans son contrat, il me semble, pour pouvoir participer à une conférence. Il voulait participer à une conférence, et quand j'ai demandé un call to action à ces équipes artistiques juste avant son concert, ils m'ont dit ah non, c'est compliqué. Donc je sais très bien que l'artiste lui-même aurait dit oui. Juste, on passe sur des trucs où ils connaissent pas, ils ont peur, et du coup, on a toujours un peu du mal. Et l'année dernière, et j'espère qu'ils seront là encore cette année, mais on a eu la chance d'accueillir Musique Déclare Emergency dans l'espace artiste, qui était là justement pour pouvoir essayer de faire aussi ce rôle-là. Les pirates. Les pirates, un peu. Alors, on les avait bien briefés, il faut être pirate, mais pas trop, donc n'allez pas toquer aux loges, mais en tous les cas, ils étaient vraiment dans le village artiste pour justement essayer aussi de pouvoir parler aux artistes, mais aussi aux équipes artistiques, parce qu'en fait, je pense que c'est hyper important aussi de pouvoir sensibiliser les équipes qui accompagnent les artistes et pas seulement les artistes. On en parlait aussi tout à l'heure avec Emmanuel, et je proposerai, je pense, la question à Emmanuel, mais finalement, on a l'idée du festival, du contenu, de la programmation, mais un festival, c'est toute une année, c'est des centaines, j'imagine, de fournisseurs, de prestataires, et finalement, lorsque vous progressez, vous cherchez à progresser, vous faites évoluer vos cahiers des charges, et c'est toute une chaîne d'acteurs dans votre écosystème qui doit aussi avancer et progresser avec vous. Donc, d'une certaine façon, vous donnez le là, vous faites progresser aussi des fournisseurs. Oui, on accompagne les fournisseurs, on plante des petites graines, même dans le festival. La Marianne, elle est en train dont on parlait tout à l'heure, qui est la responsable RSE, elle a rajouté des contraintes dans les contrats artistes, notamment sur l'énergie, etc. Donc, chaque année, on essaye de rajouter des petites contraintes, et ça fait un peu. On essaye, en tous les cas, à notre échelle, de faire évoluer le secteur et de planter des petites graines autour de nous, que ce soit des prestataires, les équipes artistiques, enfin toutes les parties prenantes d'un festival, en fait. Emmanuel, combien de fournisseurs pour l'opéra? 2000. 2000. Les petites Dans la graines. liste, c'est pas 2000 en permanence, mais c'est quand même une grande liste. Référencé 2000. C'est des Je petites sens graines. venir ta question, est-ce qu'on met des contraintes et des cahiers des charges pour les fournisseurs? Oui. Pas tous, pas systématiquement, mais bien sûr, c'est une discussion capitale à avoir. Mais on n'est pas exemplaire non plus. Si on donne les contraintes, il faut qu'on soit capable aussi de les appliquer à nous-mêmes, et on est modeste, mais en même temps actif. En fait, la sincérité, ça compte énormément. Si vous êtes capable de faire des actes, ça se sait, ça se sent, et vous construisez une vraie histoire. Si c'est des mots, ça ne marche pas. Cédric? On pourrait devenir fournisseur, parce que justement, tu parlais de Regenbox tout à l'heure, et j'en profite parce que Alors, Regenbox, 55 secondes. en 55 secondes. En fait, on a retrouvé donc, dans notre grande quête des brevets de la transition écologique pour accélérer aujourd'hui, on a retrouvé des brevets qui permettent de recharger les piles alcalines, celles qui ne sont pas rechargeables. Non, c'est pas rechargeable, une pile alcaline. Oui, c'est une pile à usage unique, et donc on peut la recharger grâce à la micropulsion électrique qui a été mise au point par son inventeur en fait dans les années 50. Les industriels, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas vraiment emparés du sujet. Une petite idée. Et du coup, on a réactualisé le brevet. On en a fait aujourd'hui une start-up qui est présente depuis 2-3 ans à ChangeNow, qui s'appelle Regenbox. Et donc, ça permet de mieux gérer les piles dans le sens où, en fait, dans tous les festivals, lieux de spectacle, on utilise énormément de piles alcalines. Les techniciens sont bien au courant, en fait, les piles rechargeables, c'est pas très fiable, mais c'est aussi parce que c'est moins puissant en termes de voltage. Tout s'explique. Et les piles alcalines, c'est 1 milliard d'unités en France, 33 000 tonnes par année de déchets toxiques, dont uniquement 50% arrivent dans le bac de collecte. Donc ça veut dire qu'il y a 15 000 tonnes qui passent par année en enfouissement ou en incinération en France. L'Europe, c'est 272 000 tonnes, donc je ne vous parle même pas du monde. Donc c'est aussi un problème de santé publique, de nappe phréatique, de qualité des sols. Et donc, nous, on met toute notre énergie aujourd'hui dans cette start-up qui travaille avec des théâtres, qui travaille avec des collectivités, qui travaille avec des entreprises. On installe des bornes aussi dans les entreprises pour les collaborateurs, collaboratrices, et puis aussi pour toutes les piles, des fois, qui sont dans les alarmes, dans les portes automatisées, etc. Il y a vraiment de plus en plus de piles, et partout. Et aussi, c'est un gisement d'économie d'euros. Parce que tout ça, en fait, c'est beaucoup d'euros. Une pile, en moyenne, c'est 50 centimes d'euros par pile. Et donc, ça fait énormément d'économies potentielles d'euros et puis d'impact, parce qu'une pile de 25 grammes, c'est 120 grammes de CO2. Donc, elle pèse plus lourd dans son poids immatériel de quantité d'énergie qui a été dépensée, d'impact CO2, que le poids de la pile elle-même. Et je ne vous parle pas des impacts en eau
et en biodiversité, parce que c'est une catastrophe. Ah. Et donc voilà, en fait, on montre qu'on peut aussi avoir des aventures économiques qui sont rentables, qui font gagner de l'argent et qui potentiellement évitent des impacts, parce que tout ça, c'est collectivement qu'on va le payer, la qualité des nappes et aussi le traitement de ces déchets, en fait, qui sont des déchets toxiques. Merci. Merci à tous les trois. 25 minutes, je sais que ça aurait été frustrant. Je vous rappelle que vous avez beaucoup d'éléments. On a interviewé avec Music for Planet nos 3 panélistes sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Donc allez écouter un petit peu le contenu de chacun si vous voulez en savoir plus. On va rester bien entendu après. Un très très grand merci à tous les 3. Vous l'avez compris, la musique a un rôle comme n'importe quel acteur de diminuer ses impacts environnementaux et de se poser la question. Il n'y a pas que certains grands pétroliers. Tout le monde doit s'y mettre, y compris l'écosystème musical. Mais ce qu'on trouve très très enthousiasmant, c'est que la musique a aussi la possibilité de changer le monde, parce que c'est un porte-voix, c'est un vecteur enthousiasmant, artistique, esthétique, on en parlait Emmanuel, pour parler d'écologie enfin. Merci à tous les 3, merci à tous.